Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Seules les rivières de Patrice Guin, lu par Sarah Cornibert. L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Jean-Paul Sartre. Saint-Genès, comédien et martyr. Comprenez-vous, mais comprenez-vous bien, mon cher monsieur, ce que signifie n'avoir plus où aller ? C'étaient les paroles que Marmeladov avait prononcées la veille, et dont Raskolnikov se souvenait soudain, car chaque homme doit avoir un endroit où aller. Fédor Dostoïevski, Crime et châtiment. Chapitre 1. C'était l'année de mes 16 ans. Je vivais alors avec ma mère et ma petite sœur, Anna, dans un appartement décrépit, dominant une gare de triage qui étirait ses voies, ses friches et ses tags jusqu'aux confins d'un paysage morne et sans âme. C'était une mère peu encline aux gestes de tendresse, violente parfois, cadenassée dans des préceptes éculés comme s'ils étaient les derniers remparts d'une dignité si souvent malmenée. Nous y menions une existence sans échapper, dépendante de subsides qui suffisaient à peine pour manger tous les jours. J'observais le quartier plus que je ne l'habitais, parce que je n'y avais pas d'amis. En classe, je trompais mon ennui en regardant la géographie mouvante des nuages. Ils étaient ma map-monde quand le ciel n'était pas couvert, et je traversais des océans au bleu profond pour rejoindre des continents lumineux, menaçants parfois. Ma liberté retrouvée, j'allais traîner dans les friches, c'était mon jardin. Au printemps, je regardais les papillons butiner les épis de Budleia et les fleurs de sureau qui colonisaient les lieux en me demandant pourquoi ils choisissaient de vivre là, alors qu'ils étaient libres d'aller où bon leur semblait. C'était une revanche sur les jours sans fin des saisons grises, comme les langueurs du clapotis de la pluie contre les fenêtres de l'appartement. Je cherchais des clairières silencieuses dans le tumulte environnant. Avait la conviction que quelque chose de bien m'attendait quelque part. Je m'étais persuadée qu'une vie sereine et riante n'était pas qu'une question d'argent, qu'il suffirait d'habiter un bel endroit pour que l'existence en soit toute revigorée. Un endroit avec des montagnes, des forêts, une rivière et une maison en bois sur un versant ensoleillé. Parfois, je la déplaçais sur une croupe herbeuse surplombant une crique au sable blond, s'étirant jusqu'au bleu de la mer. Je pouvais changer de contrée plusieurs fois par jour, parce que ce n'est pas si simple de choisir le lieu où l'on rêverait de vivre. C'est aussi compliqué que de formuler 3 vœux à un génie sortant d'une lampe magique. Ce serait trop bête d'avoir des regrets. J'ai continué à voir le monde à travers le filtre de mes candeurs, jusqu'à ce jour de juin. C'était un dimanche ennuyeux et sclérosant, comme tous les autres avant lui. Je déambulais en bas de chez moi, dans l'espoir de croiser Jordan. Je le cherchais du regard. Il m'avait abordé quelques semaines plus tôt, et on avait échangé près des vestiges de l'aire de jeu. Je l'avais trouvé différent, à l'écoute. Après ça, on s'était revus quelques fois. Il avait 19 ans et voyait le monde qui l'entourait comme un vivier dans lequel il puisait ce dont il avait besoin. On avait fait l'amour. Puis d'autres fois encore. Il était directif, un peu brusque. Je n'aurais pas su dire s'il s'y prenait bien, si les autres garçons faisaient comme lui, parce que c'était mes premières fois. Mais j'avais envie qu'il m'embarque dans le tourbillon de sa vie. Je l'ai croisé dans le triangle que formait un groupe d'immeubles, un espace dans lequel un tilleul et 2 catalpas tentaient de survivre, les seuls arbres de la cité. Il était avec sa bande, ne s'était pas immédiatement intéressé à moi. Après une 15aine de minutes, il m'a dit qu'ils allaient faire un tour du côté du lac qui bordait l'extrémité ouest de la gare de triage, une ancienne gravière comblée par les eaux, et je les ai suivis. Au lieu du lac, Jordan est allé au wagon abandonné. Je connaissais leur antre, ne m'y étais jamais aventuré. Je n'aimais pas l'endroit. Il y avait dans ce dénuement quelque chose d'inquiétant. Jordan m'a dit « Allez, Jess, entre, personne va te manger. » L'intérieur était plus déprimant encore que l'extérieur. Jordan s'est assis sur une banquette et m'a invité à m'installer à côté de lui. J'avais déjà envie d'être ailleurs. Un gars a allumé un joint et l'a fait tourner.
Puis Jordan a sorti de sa poche des pilules colorées estampillées d'un papillon. On ne se méfie pas des papillons. Plus le temps s'écoulait, plus je me sentais vivante et légère. Le wagon était devenu un endroit agréable dans lequel il faisait bon rire et converser. Puis Jordan m'a attirée vers lui et a glissé sa main sous ma robe. Ça m'a électrisée. J'entendais des rires gras, mais ils venaient de loin. Quand j'ai voulu me relever de la banquette éventrée, des gars m'ont repoussée. D'autres ont agrippé mes poignets. Des mains ont déferlé sur mon corps, brûlantes comme des gerbes d'ortie. Je les ai suppliés. Ça a duré. La porte s'ouvrait de temps à autre, amenant un nouvel assaillant dans un courant d'air frais. J'ai arrêté de lutter. J'ai senti mon esprit s'élever au-dessus de la meute, comme doivent le faire les âmes quand elles quittent le corps des défunts. Et de là-haut, je regardais les chiens s'acharner sur mon corps. Dans le brouhaha, je les entendais commenter ce que j'endurais avec des mots crus. Quand le calme est revenu, je me suis assise sur la banquette et j'ai croisé les bras sur ma poitrine. La nausée me taraudait et la tête me tournait. Mes sous-vêtements traînaient sur le sol crasseux, piétinés comme le drapeau d'une contrée conquise. Un homme s'empressait de fourrer sa chemise dans son pantalon. J'ai reconnu le père d'Alba, une copine de lycée qui habitait 2 étages en dessous de chez nous. Et j'ai hurlé comme les loups hurlent à la nuit. Il m'a lancé ma robe en crachant par terre. Ma jolie robe rouge. Ce n'était plus qu'un linge de sang qui disait l'horreur du moment. J'ai attendu qu'il sorte avant de l'enfiler. Puis j'ai récupéré mes sous-vêtements avant de fuir l'odeur âcre et acide qui empuantissait le wagon. La douleur et l'humiliation étaient partout en moi. Chapitre 2. J'ai erré le long des voies, dans les herbes hautes qui colonisaient le ballast, jusqu'à un poste d'aiguillage déserté. Je me suis blottie dans un recoin. J'avais peur de la lumière comme de l'obscurité. Je suis restée là, prostrée, jusqu'à ce que des sanglots me secouent et me ramènent à la vie. C'est étrange d'avoir à dire cela, mais c'est la vérité. Quand la nuit est tombée, je suis rentrée chez moi parce que je n'avais nulle part où aller et que me laver était une urgence absolue. Je craignais le regard des autres, plus encore celui de ma mère. Elle était tout sauf un refuge, et je ne me voyais pas lui raconter ce qui s'était passé. Sur les marches du hall d'entrée, des mecs discutaient. Je me suis demandé si eux aussi avaient été là, s'ils avaient participé à la curée. Ils m'ont regardé passer en m'invectivant. L'un d'eux a crié « Sale pute !» Et cela a cloué mes entrailles et ma honte sur ma croix. Je me suis précipitée dans les escaliers et j'ai couru jusque chez moi. « C'est à cette heure-ci que tu rentres ?» Ma mère était assise dans la cuisine. Elle avait les gestes et les mots incertains. J'ai cherché quelque chose à répondre, quelque chose qui aurait éludé ces questions. Mais rien ne m'est venu à l'esprit. « Tu pourrais répondre quand je te parle. Où est-ce que t'es encore allé traîner ? Regarde-toi. On dirait une moins que rien. Dieu merci, ta sœur n'est pas comme toi. » Elle s'est levée pour me gifler. La distance était approximative et le geste l'a déséquilibrée. Elle a heurté la table avant de s'écrouler sur le carrelage moucheté jaune moutarde. Le verre, qui lui servait de cendrier, s'est brisé peu avant qu'elle ne touche le sol. En voulant se relever, elle s'est coupé les mains avec les éclats de verre. Je l'ai aidée à se redresser et à s'asseoir dans le fauteuil qui faisait face à la télé. Elle tempêtait encore contre moi. Je suis allée chercher de quoi nettoyer ses coupures. Le désinfectant piquait. Elle a hurlé comme un gosse qui a perdu sa tétine et m'a flanqué des coups de pied. Je ne savais pas pourquoi je me donnais cette peine, parce qu'elle ne m'avait jamais été d'aucun secours. Anna est apparue sur le seuil de la porte de la cuisine, dans son pyjama violet un peu court. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, Sourisette. Maman s'est coupée, mais ce n'est pas grave. Tu peux retourner te coucher. »« Fais à manger à ta sœur. J'ai pas eu le temps. »« C'est vrai ça ? Tu n'as pas mangé ?»
Non, mais j'ai plus faim. Anna est retournée se coucher. C'est vrai, ça, t'as pas mangé. Arrête tes putains de simagrées. Ta sœur, elle aime sa mère. C'est pas comme toi. Alors t'avises pas de lui fourrer je ne sais quelle connerie dans la tête. Ma mère me regardait comme elle avait dû regarder la masse visqueuse qui avait glissé entre ses jambes un jour de janvier, avec dégoût. Elle ne m'a jamais donné d'amour. Juste à Anna, ma petite sœur. Assez peu, pour dire la vérité. Mais entre pas beaucoup et rien, il y a des bras que l'on espère et des larmes qui sèchent sur l'oreiller. Anna et moi n'avons pas le même père. Elle disait que le mien était de Tamanrasset, comme elle aurait dit Ouarzazate ou Tataouine, parce qu'elle n'en savait probablement rien. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas à ma mère que je devais ma peau mate et mes cheveux arrachés. Avec Jean, le père d'Anna, elle n'avait pas à rougir. Il avait reconnu sa fille. Je suis allée dans la salle de bain et je me suis assise sous la douche. L'eau chaude m'apportait cette chaleur que personne ne pouvait me donner. Le lendemain, je n'ai pas quitté ma chambre. L'idée de sortir de l'appartement m'épouvantait. J'ai dit à ma mère que j'avais mal au ventre et elle m'a fichu la paix. Jordan m'a appelée à plusieurs reprises. Il laissait des messages qui disaient tous plus ou moins la même chose. J'étais à lui. Il allait s'occuper de moi et j'allais gagner de l'argent, beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. Il ajoutait qu'il m'aimait et me suppliait de le recontacter. Je me suis demandé quelle erreur j'avais commise, ce que j'avais bien pu faire ou dire qui puisse le conduire à me faire ça. Et puis j'ai arrêté de chercher. J'ai imaginé lui infliger les pires tourments pour apaiser les miens. Mais ça n'a pas marché parce que ça n'avait pas de sens. Quoi que l'on fasse, rien ne s'efface jamais. 3 jours plus tard, j'étais toujours cloîtrée. J'ai découvert pendant cette période que ma mère commençait à s'imbiber dès le matin et qu'elle avait mis au point un stratagème pour monter ses bouteilles d'alcool comme pour les descendre au local poubelle, sans éveiller les soupçons des voisins. Elle avait aussi des visites le soir. Un type frappait, s'enfermait quelques minutes dans le cagibi et en ressortait sans avoir lâché un mot. Je lui ai dit que tout était difficile, nos vies et tout ce qu'il y avait autour. Mais que boire ne pouvait que rendre la situation plus moche encore. « Tu me donnes des leçons ? Tu fais la pute et tu viens me faire la morale ?» Elle m'a frappée avec rage, celle délaissée pour compte. « Arrête, maman ! S'il te plaît, arrête !» Tout l'immeuble est au courant. Tu me fais honte. Tout est de ta faute, tout. Je n'aurais jamais dû te garder. J'aurais dû te noyer comme une portée de chat noir. Je ne veux plus te voir, tu m'entends ? Plus jamais. J'ai mis mes affaires dans un sac et j'ai posé sous l'oreiller d'Anna un mot dans lequel je lui disais que je devais partir. Qu'elle était vénarde parce qu'elle allait avoir la chambre pour elle toute seule. Et que je l'aimais fort. Je suis partie comme ça, avec au ventre la révolte soumise des innocents et l'angoisse de croiser Jordan. Mes pas m'ont menée en ville. Je n'avais personne chez qui me réfugier. Alors je suis allée à la gare et j'y ai passé la nuit. Le lendemain, j'ai déambulé dans les rues du centre. J'étais incapable de m'éloigner de mon quartier, de ce qui avait été chez moi. Je n'arrivais pas à croire que ça ne l'était plus. L'inconnu me faisait affreusement peur. Je savais devoir l'affronter. C'était inéluctable. L'après-midi, mes pas m'ont conduite vers les centres commerciaux situés à la périphérie de la ville. J'essayais de me persuader que ce ne pouvait être qu'un mauvais rêve, qu'il me suffirait d'attraper le bus 17 pour retourner au quartier et retrouver la vie telle qu'elle était avant que je rencontre Jordan. Elle n'était pas folichonne, mais c'en était une quand même. En fin de journée, je me suis retrouvée sur le chemin qui longe l'autoroute. Le ciel était couleur de plomb. C'était à peine si je distinguais mes pieds. Sans bien en percevoir les implications futures, je savais que quelque chose d'irréversible s'était produit. Un choc qui allait marquer ma vie comme une urne où une pierre tombale en scelle la fin. Mes jambes me portaient juste ce qu'il fallait pour ne pas me laisser tomber. Et c'étaient bien les seules. Derrière moi, la ville se foutait pas mal de ce qui m'était arrivé, autant que des heures et des jours à venir.
Rien de bon ne m'attendait. Rien ne m'attendait tout court. Je me disais que seul l'effroi et la mort me guettaient quelque part. Une pluie brutale s'est échappée de la masse grise et opaque posée comme un couvercle sur la cime des arbres. Chaque goutte semblait porter le poids du ciel. Et elle frappait mon visage avec une morne constance, comme elle martelait bruyamment les feuilles des arbres. Le tumulte occultait tout, m'isolait plus encore dans l'obscurité. Mes chaussures prenaient l'eau, et je sentais le froid se glisser dans mes veines. Quand j'ai vu les lumières d'une station-service, j'ai accéléré le pas pour me mettre à l'abri. Par une échancrure, j'ai franchi le grillage qui clôturait l'autoroute avant de courir vers la lumière. Je suis allée aux toilettes et j'ai séché mes cheveux sous un sèche-main. Ensuite, j'ai feuilleté des magazines pour tenter de mettre de la couleur dans mes pensées. Derrière moi, il y avait un type qui mangeait un sandwich avec son téléphone collé sur l'oreille. Écouter sa conversation estompait le silence noir qui était en moi. Il parlait calmement, et le son de sa voix domptait les battements de mon cœur. Il est allé se servir un café, puis il est parti d'un pas décidé. Celui de quelqu'un qui sait où il va. Est attendu peut-être. Je me sentais affreusement mal. L'angoisse me rongeait. J'étais cette fille acculée au bord d'une falaise, celle qui saute plutôt que d'avoir à affronter son vertige, sa peur du vide. La pendule affichait 23h35. J'ai traversé les rangées de pompes d'un pas de somnambule avant de poursuivre vers le flot vrombissant de camions et de voitures filant vers le sud. Dans la puissance des projecteurs qui leur ouvraient la route à travers les ténèbres, ils n'étaient que de fantomatiques masses noires et bruyantes. Moi, je n'avais rien pour me guider. Ce que je voulais, c'était aller au-delà de la lumière. Quand le puissant klaxon d'un semi-remorque a déchiré le rideau de pluie, j'ai à peine tressailli. La vague d'eau glacée qui a suivi m'a repoussé de 2 pas vers les vivants. Je suis restée là, prostrée, jusqu'à ce qu'une main se pose sur mon épaule. Chapitre 3. L'homme avait la 60aine. Il portait un gilet jaune fluo et sentait le gasoil. « Vous êtes dans un bel état. Je vous ai vu sur les caméras des pompes et je me suis dit « Où est-ce qu'elle va comme ça, celle-là ?» J'ai d'abord pensé que vous étiez l'une des filles qui rôdent autour des camions. C'est l'heure. Mais vous n'en avez pas l'accoutrement. Ça va aller ? Oui. Quand même, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Personne ne tente de traverser l'autoroute de nuit, et sous la pluie par-dessus le marché. Et on voit tout de nos jours. Tenez, il n'y a pas un mois de ça, j'ai vu une vieille femme s'allonger sous les roues d'un semi-remorque qui faisait le plein, la tête pile entre les roues jumelées. Le chauffeur n'avait rien remarqué. Il l'aurait écrasée aussi facilement qu'un œuf de caille. Paraît que son fils l'emmenait en maison de retraite et qu'elle ne voulait pas y aller. Chez vous, je ne sais pas ce qui tourne pas rond. Je parierais à 10 contre 1 que c'est une peine de cœur. Mais je vais vous dire une chose. Quand on a votre âge, la vie est belle et pleine de promesses. Le vieux sous-entendait que ça se gâtait rapidement après. Et sa situation de pompiste de nuit était là pour l'attester. J'ai haussé les épaules. C'est ça, votre problème à vous, les jeunes. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Tenez, c'est la clé des douches. À cette heure, il n'y a pas grand monde. Les chauffeurs en pause sont déjà couchés. Allez vous changer. Et n'oubliez pas de me la rapporter. Le vieux était bavard et péremptoire. Je cherchais le silence. En sortant de la douche, j'ai croisé un type qui se rasait devant une glace. Il était en claquettes, torse nu, une serviette sur l'épaule. Il s'est retourné en affichant un large sourire. Et ça m'a tétanisée. C'était un type glabre, à la peau très blanche. Ses côtes étaient saillantes. Il m'a dévisagé de la tête aux pieds avant de jeter un coup d'œil dans la cabine de douche que je venais de quitter. « Hé, salut poupée! Je parie que t'attendais que je me fasse beau pour te proposer un petit rodéo. Je suis grave chaud pour me doucher avec toi. Lâche-moi! Oh, doucement! Je te parle gentiment, moi. Laisse-moi terminer, et on se retrouve dans mon camion si tu préfères. On pourra prendre nos aises. » Le type faisait des mimiques suggestives pour appuyer son propos. Et c'était encore plus dégueulasse.
Je me suis précipitée vers la sortie comme on sort d'une maison en feu. La porte se refermait quand j'ai entendu « Va te faire mettre, connasse !» Une main a retenu la porte. En levant les yeux, j'ai vu une fille aux cheveux roses, un gobelet à la main. Elle m'a dit « Tiens-moi ça ». Elle m'a tendu son gobelet avant d'entrer. Il y a eu un cri étouffé, des invectives, puis la fille est ressortie. C'est le poids lourd des gros lourds, ce mec. Je me demande à quel moment les hommes comme lui pensent que nous débiter des saloperies peut nous inciter à coucher avec eux. Tu veux un café ? J'ai haussé les épaules. Je voulais que ça s'arrête. Juste ça. Cours ? Oui, merci. Je l'ai observée pendant qu'elle sélectionnait la touche sur le distributeur. Elle portait un sweat à capuche avec l'inscription « Anti-nazi » floquée en lettres brillantes et un jean retroussé au-dessus de grosses chaussures style Rangers. Ses avant-bras étaient tatoués et elle avait un piercing dans le nez, le sourcil gauche, la lèvre inférieure et un tas d'autres sur les oreilles. Son sourire, comme la force tranquille qui émanait d'elle, avait quelque chose de rassurant. En me tendant un gobelet brûlant, elle m'a dit « Tu vas où ?» J'aurais pu me poser la même question. J'avais envie de soleil et de chaleur. Alors j'ai répondu « Vers le sud. On fait un bout de route ensemble si tu veux. » J'ai acquiescé d'emblée, parce que je ne me voyais pas passer la nuit dehors, et encore moins dans la cabine d'un camion avec un inconnu. J'ai rendu la clé des douches au pompiste. Il nous a regardés d'un air désabusé et contrit, celui d'un type qui se dit que le monde part en vrille et que c'était mieux avant. Dehors, la pluie battait le sol avec fracas. La fille aux cheveux roses a dit « Cette fois, c'est le déluge. À 3, on y va !» Elle s'est élancée sous la pluie et je l'ai suivie. Nina, c'était son prénom, avait un vieux fourgon Mercedes 508. Sur la banquette avant, un chien dormait. Un gros chien type bosseron. Elle l'a tiré vers elle, et je me suis assise près de la portière. Le chien a grogné pour signifier que c'était son territoire. Je n'étais pas vraiment rassurée. Sur l'autoroute, la pluie envahissait tout l'espace. Les feux des voitures traçaient de longs rubans rouges sur la file de gauche. Je ne devrais pas être là. Je me suis plantée à un embranchement et je me suis retrouvée direct sur l'autoroute. Je déteste ça. Faut que je sorte rapido, sinon ça va me coûter un bras. Tu t'appelles comment ? Jess. J'ai des sandwichs et de la bière dans la glacière. C'est ma grand-mère qui les a préparés. Je suis passée la voir vite fait parce que le mec qui lui loue son logement menaçait de la mettre dehors. J'ai réglé le problème. C'est une honte de s'en prendre à une personne de son âge. Je bosse pour un loueur de canoë en Ardèche. Je fais la navette pour remonter les clients depuis la sortie des gorges. Tu connais les gorges de l'Ardèche ? Non. C'est un chouette coin, surtout en ce moment, quand il n'y a pas encore la foule de l'été. La première fois que je les ai aperçus depuis la rivière, j'étais scotchée. Je n'avais jamais rien vu d'aussi spectaculaire. Je peux t'y emmener si tu veux. Sinon, je te pose à Montélimar en passant. Là ou ailleurs, ça m'était égal. Je n'aurais de toute façon pas su situer l'une ou l'autre des destinations sur une carte. J'ai acquiescé avant de prendre un sandwich dans la glacière. Thon, œufs et mayonnaise au piment. J'espère que t'aimes. Soudainement, j'avais faim. J'ai mangé en essayant de ne pas penser aux heures passées, pas plus qu'à celles à venir. Mais penser à rien, c'est combler son esprit avec des choses lisses et transparentes. Et c'était bien insuffisant pour éteindre le feu qui me rongeait. Le chien n'a pas cherché à glaner un morceau. L'odeur du piment, sans doute. Il s'est allongé et a posé sa tête sur mes genoux, une tête massive que j'ai effleurée du bout des doigts. On dirait bien que Neil t'a adopté. Tu peux nous ouvrir une bière ? J'ai dégoupillé 2 canettes et je lui en ai tendu une. Et toi, c'est quoi tes projets ? J'ai pas de projet. À la station, j'ai entendu le vieux au comptoir dire que t'étais à 2 doigts de te balancer sous un camion. T'as vraiment voulu faire ça ? Je sais pas. Moi aussi, j'y ai pensé. J'avais 14 ans. Mes parents m'ont illico envoyé chez ma grand-mère paternelle, à Charleville-Mézières. Ils étaient un peu dépassés, avaient un tas de problèmes à régler. C'était juste avant leur séparation. Dans la semaine, ma grand-mère m'a dit « Viens, je vais te présenter quelqu'un, un garçon qui est arrivé ici à peu près au même âge que toi.
Il est possible que tu t'entendes bien avec lui. » Elle m'a emmenée à la maison des ailleurs. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Arthur Rimbaud. Ensuite, elle m'a donné à lire ce qu'il avait écrit. Et je dois dire que ça ne m'a jamais quittée. Elle était un peu spéciale, ma grand-mère. Elle l'est toujours. Mais je mesure la chance que j'ai eue de vivre mon adolescence auprès d'elle. Été comme hiver, on allait au port et on se promenait le long des rives de la Meuse. Elle me disait que vivre est une aventure, pas la mort. Qu'un port ou un chemin sont des portes vers l'ailleurs, comme le sont la poésie et la littérature. Ça m'a étonnée que Nina lise de la poésie. Elle n'avait pas la tête à ça. Je me suis demandé si moi, j'avais la tête à me faire violer. Si en mettant ma jolie robe rouge, je n'avais pas à provoquer ce qui m'était arrivé. Je me suis mise à pleurer. Tout était difficile, beaucoup plus que tout ce que j'avais vécu jusqu'alors. Dans un murmure, je lui ai demandé. « Et maintenant ? » ?»« Maintenant quoi ? » ?»« La vie, elle te regarde encore de travers ? » ?»« Ouais, ça lui arrive, mais je ne connais personne à qui ça n'arrive pas. Moi, j'ai pas de grand-mère. Est-ce que l'on peut être heureux un jour quand personne t'a montré comment l'être ? On dirait un sujet pour une épreuve de philo. Qu'est-ce qu'on t'a fait, Jess ? C'est pas la question. Il me semble que si, mais bon, t'es pas obligé de me répondre. Moi, mon modèle, c'est mon chien, c'est Neil. Il est toujours de bonne humeur, et il m'aime sans condition. Pourtant, il revient de loin. C'est une amie qui l'a repéré dans une ferme. Il était attaché à une chaîne qui lui rentrait dans les chairs. Il ne se déplaçait presque plus parce que la plaie était à vif, et que ça lui faisait atrocement mal. Sa maigreur était effrayante. Le type à qui il appartenait ne voulait rien entendre. Il disait que ça ne la regardait pas, qu'il faisait ce qu'il voulait avec son chien. Comme d'autres disent, si je cogne ma femme ou mes gosses, c'est mes affaires, ça ne regarde que moi. À la nuit tombée, je suis allée le chercher. J'ai coupé la chaîne avec un coupe-boulon et je l'ai porté jusqu'à mon camion. J'étais verte, parce que le type n'aurait pas hésité à me tirer dessus s'il m'avait surprise chez lui. Après un séjour chez le véto, je l'ai adopté. Tu vois, ce qu'il y a de fascinant chez Neil, c'est qu'il vit comme si toutes les souffrances endurées n'avaient jamais existé. Et pourtant, elles sont en lui. Je le sais, parce que les bruits de chaîne, par exemple, provoquent dans son esprit un vortex de souvenirs qui le tétanise. Ça ne dure jamais longtemps. Parfois il grogne et rentre la queue entre ses pattes quand certains hommes l'approchent. Lui et moi, on se comprend. Pour le reste, j'ai pas besoin de grand-chose. Tout ce que je possède est dans ce fourgon. J'ai remonté mes genoux pour les serrer dans mes bras et j'ai appuyé ma tête contre le montant de la portière. Nina a mis de la musique pour faire écran à la tension qui m'habitait. Un truc qui bougeait. Mano Negra, je crois. Ils nous ont accompagnés un moment. Puis ce fut les Red Hot Chili Peppers. Quand Nina a quitté l'autoroute, je peinais à garder les yeux ouverts. Un mal de tête lancinant ajoutait de la confusion à mes angoisses. Je lui ai demandé si elle avait quelque chose pour lutter contre. Je me suis réveillée dans l'aube finissante et une odeur de café. J'étais allongée sur une banquette, blottie dans une couette. Je me suis relevée et j'ai regardé autour de moi parce que l'endroit ne me rappelait rien. Nina était à table avec Neil à ses côtés. Doublé en bois du sol au plafond, le fourgon ne ressemblait en rien à un camping-car, mais plutôt à un chalet scandinave. Elle m'a adressé un sourire. « Salut !»« Salut. Il est quelle heure ? » « 7h30. »« T'as roulé toute la nuit ? » ?»« Jusqu'à 1h. J'avais mal aux yeux. Conduire sous la pluie, c'est crevant. » »« Je ne t'ai pas entendu t'arrêter. » Je ne me souvenais pas de m'être allongée sous une couette non plus. Pas plus que je ne comprenais comment j'avais pu dormir 6 ou 7 heures d'affilée. Je me suis posé la question à haute voix. Nina m'a répondu. « T'avais une tête de mort-vivant. Je t'ai donné de l'ibuprofène et j'ai ajouté un Xanax. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Un truc contre le stress. »« T'aurais pu me demander avant. » Elle m'a adressé un sourire désarmant. « T'habille pas. C'est pas de la dope, juste un anxiolytique. Serre-toi un café et viens t'asseoir. Neil va te faire une petite place. Après, on se casse. On a encore quelques heures de route à faire. » La pluie avait fait place à un ciel lavé. Nina a mis de la musique. Je crois qu'elle ne faisait pas 100 mètres sans. Et j'ai regardé défiler un paysage de prés et de bois. Les bocages avaient pris le pas sur les mornes armées d'épis de blé au garde-à-vous.
En fin de matinée, les villages se sont espacés. La route s'est faite plus étroite, plus sinueuse. La végétation méditerranéenne avait supplanté les prés et les champs de maïs. C'était mon premier voyage, et la détresse me taraudait sans relâche. Je regardais la route défiler virage après virage, m'emportant toujours plus loin de tout ce que j'avais connu. Ma cité, ma ville, avait été le bord du monde. Une frontière que je n'avais franchie qu'une fois, lors d'une sortie scolaire dans une ferme pédagogique. J'en avais gardé un souvenir doux amer. Les cornes des vaches entravées dans l'étable avaient été sciées pour d'obscures raisons, et les lapins remuaient leur adorable petit nez derrière les grilles d'affreux clapiers en béton. Du haut de mes 10 ans, l'existence des vaches et des lapins m'avait semblé être une allégorie de nos vies. Celle des chèvres et des ânes, qui gambadaient paisiblement dans un pré, était tout autre, loin des entraves. J'étais embourbée dans mes pensées quand un canyon est apparu, vertical, démesuré, sublime et effrayant à la fois. La route serpentait dangereusement sur une étroite corniche qui le dominait. Nina s'est arrêtée sur le bas-côté. Le soleil tapait déjà fort. Elle m'a entraînée sur un chemin rocailleux, bordé de chênes verts, de genévriers, de cistes et de buis odorants. Marcher m'a fait du bien. Après une quinzaine de minutes, la rivière est apparue au fond des gorges bordées de hautes falaises, mêlant le blanc, le gris bleuté et des coulées d'ocre. Des massifs boisés s'étendaient à leurs pieds. Tout en bas, une plage se dessinait dans un méandre de la rivière. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Ça en jette, non ? Je n'ai jamais rien vu de pareil, mais ça me fait drôle d'être ici. Dans quelques jours, ça ira mieux. Tu trouveras tes marques. Je ne sais même pas ce que je dois chercher. Pour ça, pas besoin de te fouler. Suffit de laisser la magie des lieux opérer. Chapitre 4. Nina a quitté le bitume pour descendre dans un pré bordant une rivière aux flots étincelants. En bas du chemin, de vieux canoës aux couleurs fanées traînaient près d'un cabanon. Elle s'est garée dans l'ombre de grands arbres et a lancé, l'air enjoué. Et voilà, on est arrivé. C'est paisible ici. Et on ne craint pas les emmerdes. Le terrain appartient au type pour qui je bosse. Le luxe, c'est ça. La rivière, les arbres et les oiseaux, rien que pour nous. Qu'est-ce que tu dirais d'une baignade, histoire de goûter à la température glaciale de l'eau ? Nina s'est déshabillée, a posé ses fringues sur la vitre ouverte du fourgon et a filé à la rivière dans le plus simple appareil. Elle avait une silhouette élancée et ses muscles roulaient sous sa peau. Sur la rive opposée se dressait une austère falaise. À son pied s'ouvraient de sombres cavités bordées de hauts piliers gris qui lui donnaient un air de cité perdue. Et Nina, avec ses tatouages, son mètre 80 et sa stature d'Amazone, en était la gardienne. Elle m'a invitée à la rejoindre, mais je me suis contentée de rester avec Neil sur la courte plage en gravier. Je ne me voyais pas aller me baigner nue. Je n'avais jamais fait ça. Mais je crois que ce sont surtout les allures sauvages et émancipées de Nina qui m'impressionnaient. Elle est restée à l'eau une quinzaine de minutes, jouait avec le courant, plongeait pour agripper de gros galets, et je la voyais danser dans le filtre mouvant des flots. Son immersion relevait davantage d'une communion avec les éléments que d'une simple baignade estivale. Peut-être enlaçait-elle la rivière comme on étreint un ami cher. Après quelques brasses, elle a repris pied sur la plage et est sortie de l'eau en secouant ses cheveux comme les chiens s'ébrouent. Son visage affichait un mélange de détermination et de sérénité que je n'avais jamais observé sur qui que ce soit auparavant. Et ça m'a troublée. Elle est passée près de moi dans un souffle d'air frileux qui portait l'odeur organique de la rivière. S'est essuyée avant d'installer un hamac au soleil entre un peuplier et un robinier. Je me suis tournée vers la rive d'en face. Le coton des peupliers dérivait en quantité sur les flots rapides, et les poissons laissaient à la surface des ondes circulaires en gobant les insectes qui se hasardaient à se poser dessus. Je m'en voulais d'avoir abandonné Anna à son sort, autant que de n'avoir pas su voir l'air pervers en Jordan. « À quoi tu penses, Jess ?»« À rien. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.